Bonsoir et bienvenue dans le Grand News. Voici les grands titres que nous allons développer en ce vendredi soir. Agacé par les prises de position d'Elon Musk, le président américain Donald Trump envisagerait de se séparer de sa nouvelle voiture électrique, une Tesla, une décision aux allures de coup politique et qui pourrait bien faire réagir jusqu'au sommet de la Silicon Valley. En Russie, une tentative d'attaque déjouée. Un homme a été abattu alors qu'il préparait une offensive de drones contre un site militaire dans la région de Ryazan, au sud-est de Moscou. Selon les autorités, il aurait opposé une résistance armée au moment de son interpellation. Et puis une figure majeure de journalisme et des lettres s'est éteinte hier. Nous avons appris la disparition de Philippe Labro à l'âge de 88 ans. Écrivain, réalisateur, journaliste, il aura marqué plusieurs générations avec ses récits, sa plume et sa voix si singulière. De ses débuts comme grand reporter à ses chroniques sur les ondes, il n'aura jamais cessé d'explorer l'âme humaine avec justesse et sensibilité autour de nombreux best-sellers. Jamais cessé. Un homme de médias, passionné de liberté, Philippe Labro laisse derrière lui une de ses œuvres les plus denses et un vide dans le paysage culturel français. Hommage dans ce journal. Une autre grande voix s'est tue hier. La chanteuse et comédienne Nicole Croisille est décédée à l'âge de 87 ans, interprète des titres inoubliables. Elle avait aussi brillé au cinéma et sur les scènes de théâtre. Hommage dans un instant à une artiste aux multiples talents. Un drame ce vendredi sur le tarmac de l'aéroport de Rochefort-Saint-Aignan. Un pilote de 71 ans a trouvé la mort dans un crash de son propre avion de collection en fin de piste lors d'une tentative d'atterrissage. Les circonstances de l'accident restent encore à éclaircir. Et enfin, notre enquête ce soir nous emmène aux Antilles françaises qui fait face à une nouvelle menace. Le cartel colombien et vénézuélien utilise désormais ces territoires comme point d'entrée stratégique pour faire transiter la cocaïne vers l'Europe. Un trafic de plein essor porté par les gangs locaux de plus en plus violents. Enquête exclusive à la fin de ce journal. Cette petite phrase qui fait beaucoup de bruit aux États-Unis. Donald Trump, le président américain, visiblement agacé par Elon Musk, n'exclut pas de se séparer de sa Tesla et critique ouvertement le patron de X, ex-Twitter, Elon Musk, qui l'accuse de double jeu et de provocation constante. Ce désamour entre les deux figures emblématiques de la droite américaine prend une tournure très médiatique. Le décryptage dans ce reportage, regardez. Il l'avait autrefois salué comme un génie de l'innovation. Mais aujourd'hui, Donald Trump ne cache plus son exaspération à l'égard d'Elon Musk. En cause, des échanges houleux, par médias interposés, autour de sujets politiques, de liberté d'expression, mais aussi de loyauté. Il fait le malin avec ses voitures, mais il ne comprend rien à l'Amérique réelle. Donald Trump, fidèle à son style, aurait confié à son entourage envisagé de revendre sa Tesla personnelle, symbole selon lui d'un soutien passé qu'il regrette aujourd'hui. Une sortie qui, au-delà du buzz, en dit long sur l'évolution des relations entre deux géants de l'Amérique conservatrice. Car Elon Musk, qui se positionne depuis plusieurs mois comme défenseur d'une vision libertarienne et anti-système, a plusieurs fois pris ses distances avec Trump, notamment sur la gestion de la pandémie, l'assaut du Capitole ou encore l'avenir politique du pays. C'est une guerre d'ego autant qu'une divergence idéologique. Trump veut reprendre le contrôle du récit, Musk veut le dominer à sa manière. Alors, réelle rupture ou simple coup de com'? Direction la Russie à présent, où les autorités affirment avoir déjoué une tentative d'attaque visant un site militaire stratégique. Un homme a été tué alors qu'il préparait une offensive de drones dans la région de Ryazan, au sud-est de Moscou. Selon la garde nationale russe, il aurait ouvert le feu lors de son arrestation. Une affaire sensible dans un contexte sécuritaire tendu. Le récit de notre envoyé spécial Antoine de Saint-Exupéry. En Russie, une nouvelle alerte sécuritaire. Ce week-end, les forces russes annoncent avoir abattu un homme suspecté de préparer une attaque de drone. C'est dans la région de Ryazan, à environ 200 km au sud-est de Moscou, qu'il aurait tenté de cibler un site militaire. Un lieu sensible dont l'emplacement exact n'a pas été révélé. Selon les autorités, plusieurs drones, du matériel électronique et des explosifs artisanaux ont été découverts à proximité.
une enquête a été ouverte pour terrorisme et complicité avec des forces extérieures, sans que Moscou ne désigne pour l'instant de commanditaire officiel. Depuis plusieurs mois, la Russie renforce sa surveillance des infrastructures militaires. Plusieurs tentatives d'intrusion ou d'attaque par drone ont été signalées, parfois attribuées à des groupes ukrainiens ou à des partisans russes de la résistance intérieure. Ces opérations visent autant à perturber les installations qu'à faire passer un message politique. Cela devient une guerre de l'ombre. Un climat de tension donc, dans un pays toujours engagé sur plusieurs fronts, notamment en Ukraine. Et une affaire qui pourrait relancer le débat autour de la sécurité intérieure, à l'approche des élections présidentielles russes de 2026. C'était un homme de mots, mais aussi d'images, journaliste, écrivain, réalisateur, animateur télé, encore récemment, avant la fermeture de C8. Philippe Labro s'est éteint hier à l'âge de 88 ans. Il laisse derrière lui une œuvre dense et un parcours singulier entre les plus grandes rédactions françaises, les plateaux de cinéma et les studios de télévision. Retour sur la vie d'un homme aux mille vies. Il avait ce regard vif et cette voix posée qui captait l'attention. Toutes les équipes, tous ceux qui ont participé à cette émission, aventure de 4 ans qu'on a eu l'honneur et le plaisir de partager avec vous. On termine toujours l'essentiel en musique, on vient de le faire avec Thibaut, mais moi je voudrais clore définitivement le chapitre par une petite chanson que je vous propose. L'essentiel, ça s'appelle, l'essentiel d'abord. Donc... Philippe Labro est décédé à l'âge de 88 ans, emportant avec lui des décennies d'engagement dans le journalisme, la littérature, mais aussi le cinéma. Né en 1936 à Montauban, il part très jeune étudier aux États-Unis, une expérience fondatrice qu'il racontera dans plusieurs de ses ouvrages. De retour en France, il embrasse le métier de journaliste, grand reporter à France Soir, puis rédacteur en chef à RTL, où il marquera des générations d'auditeurs. Philippe Labro, c'était aussi la télévision. Il dirigea les programmes de TF1 dans les années 80 et devint un visage familier du petit écran. Mais c'est dans l'écriture qu'il trouvera sa voix la plus intime, l'étudiant étranger, tombé cette fois, se relever lui. Des succès en librairie, souvent teintés d'autobiographie, de blessures, de résilience. Son œuvre, saluée à de nombreuses reprises, abordait avec pudeur les fêlures personnelles. Il y évoquait notamment la dépression, les doutes et la force de se reconstruire. Réalisateur également, il signera des films marquants comme Sans mobile apparent ou L'héritier, avec Jean-Paul Belmondo. Un homme aux mille vies, discret mais toujours engagé dans son époque. Philippe Labro s'est éteint, mais il laisse derrière lui une empreinte profonde dans le paysage intellectuel et médiatique français. Elle avait cette voix chaude et puissante, une présence, un timbre reconnaissable entre mille. Nicole Croisil s'est éteinte hier à l'âge de 87 ans, chanteuse, comédienne, danseuse. Elle avait marqué la chanson française avec Une femme avec toi ou encore la bande originale du film Un homme et une femme de Claude Lelouch. Retour sur la carrière d'une artiste libre et passionnée. Regardez. Elle avait l'élégance discrète des grandes. Nicole Croisil est morte à l'âge de 87 ans, après une carrière riche, entre musique, théâtre et cinéma. Formée à la danse et au chant, elle débute dans les années 60 avant de connaître un succès populaire avec des titres devenus cultes, Une femme avec toi, Téléphone-moi, ou encore J'ai besoin de toi, j'ai besoin de lui. Mais c'est en 1966 que le grand public découvre sa voix dans le monde entier. Elle interprète la chanson du film Un homme et une femme, de Claude Lelouch. Une bande originale devenue mythique. Comédienne également, elle joue au théâtre, mais aussi au cinéma aux côtés de Lino Ventura, Michel Piccoli, et dans plusieurs films de Lelouch. Toujours entre émotion, pudeur et exigence artistique. Jusqu'au bout, elle aura défendu la chanson française avec ferveur. À 80 ans passés, elle continuait de monter sur scène, fidèle à son public. Nicole Croisil laisse derrière elle des mélodies gravées dans la mémoire collective. Et l'image d'une femme élégante, sincère et intensément vivante.
Un terrible accident aérien a coûté la vie à un homme de 71 ans ce vendredi après-midi à l'aéroport de Rochefort-Saint-Aignan en Charente-Maritime. Le pilote passionné d'aviation ancienne était aux commandes de son avion de collection lorsque l'appareil s'est écrasé au moment de l'atterrissage. Les secours n'ont rien pu faire. Une enquête est en cours. Voici ce que l'on sait. C'est en bout de piste, au moment de l'atterrissage, que le drame s'est produit. Il était environ 14 heures, ce vendredi, lorsque l'avion de collection piloté par un homme de 71 ans s'est écrasé à l'aéroport de Rochefort-Saint-Aignan. Le choc a été d'une extrême violence. Selon les premiers éléments recueillis sur place, l'appareil s'est abîmé au sol à quelques mètres seulement de la piste, alors qu'il tentait de se poser. Le pilote est mort sur le coup. Il était seul à bord. L'homme était un habitué des vols sur avions anciens. Il participait régulièrement à des rassemblements d'aéronefs historiques dans la région. Son appareil, un modèle rare restauré par ses soins, faisait la fierté des amateurs d'aviation. Les causes exactes du crash restent à déterminer. Une enquête a été ouverte par le Bureau d'enquête et d'analyse pour la sécurité de l'aviation civile, BA. Des techniciens se sont rendus sur place pour examiner les débris de l'appareil et récupérer les premiers indices. À Rochefort, l'émotion est vive dans la communauté aéronautique. Un passionné s'en est allé, brutalement, aux commandes de ce qu'il aimait le plus. Voler. C'est un phénomène encore largement sous-estimé en métropole. Pourtant, dans les rues de Fort-de-France, de Pointe-à-Pitre ou de Cayenne, la guerre des cartels a déjà commencé. Les mafias colombiennes et vénézuéliennes font des Antilles françaises une plaque tournante du trafic de cocaïne. À cette puissure, lors des gangs locaux viennent implanter pour sécuriser leur expédition vers l'Europe. Des stratégies redoutables que les services français ont bien du mal à contenir. Voici l'enquête du Grand News. Martinique, Guadeloupe, Guyane. Elles sont françaises, mais aussi sous pression. Depuis plusieurs mois, les autorités observent une inquiétante montée en puissance du trafic de drogue en provenance d'Amérique du Sud. Les cartels colombiens et vénézuéliens, confrontés à un renforcement des contrôles au large de l'Espagne et du Portugal, déplacent désormais leur route vers les Antilles françaises. Les ports de Martinique et de Guadeloupe sont devenus des relais. Ce sont des territoires français, donc des portes d'entrée naturelles vers l'Europe. Le mode opératoire est bien rodé. Les cargaisons partent des côtes sud-américaines, transitent par les Caraïbes, puis rejoignent les ports de Fort-de-France ou de Pointe-à-Pitre, souvent dissimulés dans des conteneurs ou des navires de pêche. Sur place, des gangs locaux assurent la logistique en échange d'armes, d'argent et d'une place sur l'échiquier du trafic mondial. Dans les quartiers sensibles, la violence explose. Règlement de compte, fusillades, intimidation, la tension est palpable. Pour les autorités françaises, le défi est immense. Les renforts policiers envoyés en 2023 ne suffisent plus. La coopération avec les pays voisins est encore limitée, et les moyens de lutte en mer restent inférieurs à ceux des narcos, qui disposent de véritables sous-marins artisanaux, capables de transporter des tonnes de cocaïne. Dans l'ombre des plages et des paysages tropicaux, la guerre de la cocaïne a franchi un cap. Et dans cette bataille invisible, les Antilles françaises sont en première ligne. Un territoire sous tension entre impuissance locale et offensive globale. Voilà, l'enquête du Grand News conclut cette édition. Je vous ai retrouvé ce soir exceptionnellement ce vendredi car je ne serai en mesure de vous présenter le Grand News demain. Je vous souhaite une très belle soirée. On se retrouve samedi prochain cette fois-ci. Merci de nous rester fidèles. À la semaine prochaine.